Elle m'a posé un ultimatum, ne demande jamais d'intimité, ou c'est fini. J'ai souri. Je n'ai plus besoin de ça de ta part. Ma femme est devenue blême. Qu'est-ce que ça veut dire? La 10e nuit d'affilée. 10 nuits à esquiver, à dévier, à disparaître derrière ce même mince rideau d'excuses. J'ai mal à la tête, a dit Chloé, levant à peine les yeux de son verre de merlot. Je la fixais de l'autre côté de l'îlot de cuisine, les faibles lumières suspendues projetant des ombres douces sur le marbre blanc. Notre cuisine, immaculée et chère, ressemblait à une salle d'exposition. Un réfrigérateur Gagno élégant ronronnait, des gouttes de pluie traçaient des sillons sur les hautes fenêtres donnant sur une soirée grise de Lyon. Sa voix était douce, travaillée. Elle prit une autre gorgée, en regardant la pluie. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste laissé le silence s'étirer, comme je l'avais fait les 9 nuits précédentes. Mais ce soir-là, il pesait trop fort sur ma poitrine pour que je puisse le contenir. Alors j'ai dit, d'un ton neutre, finalement. 10 nuits d'affilée de maux de tête. Elle a expiré par le nez. Julien. Non, vraiment, ai-je coupé, en croisant les bras. À ce stade, je commence honnêtement à m'inquiéter. Si persistant? Tu devrais peut-être appeler un urologue. Chloé a posé son verre de vin un peu trop fort. Pas assez pour le renverser, mais assez fort pour souligner une humeur. Ses lèvres se sont pincées. Tu te moques de moi. J'ai penché la tête. Tu as raison. Désolé. J'ai oublié que je suis censé faire semblant d'être inquiet sans être réellement autorisé à réparer quoi que ce soit. Ses yeux se sont alors levés. Froid. Vif. Elle ressemblait à une femme qui essayait de ne pas briser un verre de vin sur un comptoir. Je suis fatigué. Il est tard. J'ai eu une journée bien remplie et je ne suis pas d'humeur à quoi, ai-je rétorqué. À être près de moi? À toucher ton mari. Silence. Pas de la colère. Pire. De l'indifférence. Elle m'a juste regardé, puis a lentement repris son verre et s'est retournée vers la fenêtre. Je vais me coucher, a-t-elle dit. J'ai ri, une seule expiration courte et sèche. Est-ce que je dois encore dormir sur le canapé, ou comptes-tu continuer à jouer au cygne épuisé pendant que je fais semblant que tout va bien? Ses épaules se sont crispées, mais elle n'a pas répondu, elle s'est juste éloignée. J'ai regardé le balancement de son peignoir de soie alors qu'elle disparaissait dans le couloir. Et à ce moment-là, je ne savais pas si je la détestais ou si elle me manquait au point d'en avoir mal aux dents. La pièce est redevenue silencieuse. Tout ce que je pouvais entendre était le faible tintement de la pluie contre la vitre et le lent tic-tac de l'horloge analogique au-dessus de la porte du garde-manger. Il fut un temps où cette cuisine semblait chaleureuse. Des matins remplis de jazz et de crêpes. Notre chien courant sous nos pieds. Elle riant d'un podcast qu'elle ne cessait de citer. Maintenant, on aurait dit un plateau de tournage où nous jouions le fantôme d'un mariage. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai regardé la nuit. Quelque part là dehors, Lyon scintillait de lumière froide, des gens blottis sous des parapluies, des cafés bourdonnants de vie. Et moi, j'étais là, marié, d'âge moyen, seul dans une maison que j'avais payée, respirant un air épais de non-dit. La question qui avait commencé à murmurer au fond de mon esprit criait maintenant avec des dents, « Qu'est-ce qui nous arrive, bon sang ?» Mais je n'ai pas dit ça à voix haute. Au lieu de cela, j'ai ramassé son verre de vin abandonné et j'ai bu une gorgée. Il était âpre, sec, tout comme elle ces derniers temps. Et j'ai su alors que ce n'était pas juste une mauvaise passe. Quelque chose n'allait pas, et je n'allais plus laisser passer ça. Le lendemain matin semblait étrangement normal. La lumière du soleil, faible et grise, filtrait à travers les stores comme si elle ne savait pas comment s'engager. Je me tenais devant la cuisinière, remuant des œufs dans une poêle anti-adhésive, tandis que la machine à expresso ronronnait derrière moi. L'air sentait le petit déjeuner et l'attention. Chloé est entrée dans la salle à manger pieds nus, enveloppée dans son peignoir ivoire, faisant défiler son téléphone avec des yeux mi-clos. Ses cheveux étaient encore humides de la douche, lâches et légèrement emmêlés. Le genre de désordre qui la rendait autrefois belle sans effort. Maintenant, cela semblait juste distant. J'ai soigneusement dressé nos œufs, pain au levain grillé, quelques tranches d'avocat sur le côté. Elle n'a pas levé les yeux jusqu'à ce que je glisse l'assiette devant elle. « Tu as fait le petit déjeuner ?» a-t-elle dit d'un ton plat. En effet, ai-je répondu, en m'asseyant en face d'elle avec mon café. J'ai pensé qu'on pourrait manger à nouveau comme des êtres humains. Ses lèvres se sont serrées,
mais elle n'a rien dit. Elle a juste pris sa fourchette. Pendant un moment, nous avons mangé dans un silence quasi total. La pluie tapotait doucement contre les fenêtres, et les nouvelles murmuraient depuis la télévision du salon. C'était presque civilisé. Familier. Et puis je l'ai dit. J'ai pris un rendez-vous pour toi. Elle a cligné des yeux. Quoi? Avec un neurologue, ai-je ajouté. J'ai pensé que 10 mots de tête d'affilée valaient la peine d'être vérifiés. J'ai appelé le cabinet du docteur Moreau. Ils avaient une place ce jeudi. La fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Tu as appelé le médecin pour moi? Oui, ai-je dit calmement, en prenant une gorgée de mon café. Tu as dit que tu souffrais. J'essaie d'aider. Ses yeux se sont rétrécis. Tu penses que je mens? Non, ai-je dit rapidement. Je pense que tu ne me dis pas quelque chose. La pause qui a suivi était glaciale. Chloé a posé sa fourchette lentement, comme si elle manipulait une grenade. Son visage s'est tordu, mi-choqué, mi-dégoûté. Je n'arrive pas à te croire. Quoi, ai-je demandé, déconcerté. Je montre de l'inquiétude. Non, tu ramènes ça à toi, a-t-elle lâché, à ton confort. Tu essaies de contrôler mon corps sous prétexte de prendre soin de moi. Ce n'est pas de la compassion, Julien. C'est de la manipulation. J'ai cligné des yeux, décontenancé par la tempête soudaine. Tu m'évites depuis des semaines. Je fais enfin quelque chose à ce sujet, et c'est moi le méchant? Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le parquet. Mon Dieu, tu ne comprends vraiment rien, a-t-elle sifflé. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes jamais. J'écoute maintenant, ai-je dit, la voix basse. Dis quelque chose de vrai. Elle m'a pointé du doigt, le doigt tremblant. Tu veux quelque chose de vrai? En voilà, du vrai. Je suis épuisé. Chaque fois que tu me touches, j'ai l'impression que c'est une négociation. Comme si je te devais quelque chose pour être un bon mari. Ce n'est pas juste, ai-je dit, maîtrisant à peine ma voix. J'ai tout fait pour être bon avec toi, a-t-elle ri amèrement. Exactement. Tu fais des choses pour gagner des points, pas parce que tu t'en soucies. Et maintenant quoi? Si je ne couche pas avec toi, je suis anormal? Ma gorge me brûlait. Tu déformes tout. Non, a-t-elle dit. Je le dis enfin à voix haute. Pendant un instant, nous sommes restés là, debout, l'air entre nous épais de tout ce que nous n'avions pas dit depuis des mois. Peut-être plus longtemps. Puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée et a filé dans le couloir, claquant la porte de la chambre derrière elle. Le son a résonné dans la maison comme le tonnerre. Je me suis rassis lentement. Mes œufs avaient refroidi. J'ai fixé la chaise vide en face de moi et j'ai essayé de retracer comment nous en étions arrivés là, comment cette femme qui riait autrefois de mes pires blagues et cherchait ma main sous la table me regardait maintenant comme si j'étais un étranger dans sa cuisine. Étais-je vraiment si aveugle? Ou était-elle simplement si loin? J'ai baissé les yeux sur mon café, amer, à moitié bu. Peut-être que c'était nous, maintenant, aussi. Après la dispute, j'ai fait ce que tout mari à peu près décent ferait lorsqu'il est accusé de ne pas écouter. J'ai arrêté d'essayer de parler et j'ai commencé à être présent à la place. J'ai baissé d'un ton. Plus de discussion sur le médecin. Plus de questions. Pas de pression. Je l'ai laissé tranquille. Mais dans le silence, je me suis rapproché. Ce lundi-là, j'étais debout avant elle. J'ai fait du café à la cannelle et j'ai laissé une tasse chaude à son chevet. Je n'ai pas attendu de remerciements. Je l'ai juste posé là et je suis parti. Le jeudi, je pliais son linge alors que le mien n'était pas touché. Je préparais le dîner tous les soirs, bœuf bourguignon, risotto aux épinards, linguine aux crevettes, des plats que je réservais autrefois pour nos soirées en amoureux. Maintenant, c'était juste un mardi. Le jazz doux a recommencé à emplir la cuisine, ma vieille playlist Deezer s'échappant du haut-parleur Bluetooth pendant que je hachais des herbes et remuais des casseroles comme si je passais une audition pour une émission de cuisine. J'ai allumé des bougies au dîner. Des vraies, pas les fausses bougies chauffe-plat vacillantes. Et je ne l'ai pas touchée. Pas une seule fois. Pas même quand elle se tenait à côté de moi pour rincer la vaisselle, son bras nu frôlant le mien. J'ai juste souri, fait une blague sèche sur la météo et continué à essuyer les assiettes. Elle l'a remarqué. Je pouvais voir un changement dans sa posture. Elle s'attardait un peu plus longtemps dans la pièce,
riait un peu plus doucement à ce que je disais. Elle s'est même assise avec moi pendant 2 épisodes complets de cette série documentaire que j'aimais, celle devant laquelle elle levait les yeux au ciel auparavant. Et pendant un certain temps, je me suis permis de croire que nous étions peut-être en train de nous retrouver. L'air dans la maison ne semblait pas exactement chaud, mais moins froid, comme Lyon en mars, il pleuvait toujours, mais il ne gelait pas. Un soir, j'ai laissé une seule rose à longue tige sur le comptoir de la cuisine. Pas de mots, pas d'attente, juste la fleur, humide et encore à moitié endormie dans la lumière du matin. Elle l'a vue. Je sais qu'elle l'a vue. Quand je suis rentré à la maison, elle avait disparu du comptoir. Aucune trace dans la poubelle, mais elle n'est pas apparue dans un vase non plus. Elle ne l'a pas mentionné. Ça m'a un peu piqué. Pourtant, j'ai repoussé cette pensée. Je me suis dit que la guérison prend du temps. Je me suis dit qu'elle se dégelait parce que Chloé avait recommencé à sourire davantage. Ce sourire que je n'avais pas vu depuis des semaines, le vrai, avec le léger plissement au coin de sa bouche. Celui qui ressemblait à la sensation du soleil. Elle a même complimenté les pâtes un soir, disant que l'ail était parfait. Ses yeux ont croisé les miens une seconde de plus que d'habitude. Cela aurait dû ressembler à un progrès, mais quelque chose en moi ne se détendait pas tout à fait. Peut-être était-ce la façon dont elle se retirait encore la nuit, comment elle trouvait toujours quelque chose à faire juste avant de se coucher, ranger le placard à linge, vérifier ses courriels, plier des serviettes qui n'étaient même pas sales. Elle se déplaçait comme une danseuse, toujours juste hors de portée. J'ai commencé à remarquer de petites choses. Son téléphone n'était plus jamais laissé en charge dans la cuisine, il la suivait de pièce en pièce comme une ombre. Il y avait un nouveau parfum sur son cou, subtil et doux, quelque chose que je ne reconnaissais pas. Elle n'avait jamais l'habitude de porter du parfum pour nettoyer la salle de bain des invités. Pourtant, je lui ai accordé le bénéfice du doute, car c'est ce que l'on fait quand on essaie de sauver quelque chose. On fait taire les voix dans sa tête et on espère que l'amour est plus fort. Je me suis même surpris à sourire dans le miroir une fois, stupidement plein d'espoir. Comme si, en tenant bon assez longtemps, en continuant à jouer du jazz, à hacher des échalotes et à laisser des fleurs où elle pourrait les trouver, elle reviendrait à moi. Mais une partie de moi savait que je traitais une blessure profonde avec de l'huile de lavande, car son sourire n'était que superficiel, et le silence derrière lui commençait à rugir. C'était un vendredi soir, une de ces nuits bruneuses de Lyon qui estompaient les lumières de la ville derrière nos fenêtres en halo doux. Nous avions partagé une bouteille de Malbec au dîner, son préféré, terreux et onctueux. L'odeur d'ail rôti flottait encore dans l'air, s'accrochant au bord de la flamme de la bougie. Chloé se tenait près de l'évier, faisant tourner le reste de son vin. Son épaule nue brillait dans la lumière ambrée, la bretelle lâche de son pull glissant comme si elle voulait être touchée. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis permis de l'imaginer, cette proximité, elle se penchant en arrière contre moi, ses doigts s'entrelaçant avec les miens comme autrefois, sans réfléchir. Je me suis avancé vers elle lentement, comme on approche un animal sauvage. Ni avide, ni désespéré, juste plein d'espoir. Le genre d'espoir qui se construit après la patience, après l'effort, après avoir choisi la gentillesse même quand on est en train de se briser à l'intérieur. « Salut », ai-je dit doucement. Elle s'est retournée, ses yeux indéchiffrables mais pas froids. J'ai tendu la main, écartant une mèche de cheveux de sa joue. Mes doigts se sont attardés une demi-seconde de trop. Son souffle s'est coupé, mais pas comme avant. « Tu m'as manqué », ai-je murmuré. « Tu es magnifique ce soir. » Je me suis penché doucement. Pas avec force, pas pour prendre, juste pour voir si elle me rejoindrait à mi-chemin. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, sa colonne vertébrale s'est raidie, et sa tête s'est détournée juste assez pour briser le moment. Puis, sa voix est sortie, plus froide que le verre de vin qu'elle tenait encore à la main. « Ne demande jamais d'intimité », a-t-elle dit d'un ton plat. C'est fini. Les mots n'ont pas atterri comme une gifle. Non, ils ont coulé comme de la glace dans mes poumons. J'ai cligné des yeux, reculant lentement. Ma main est retombée le long de mon corps, se sentant soudainement déplacée sur mon propre corps. « Pardon », ai-je dit, à peine plus fort qu'un murmure. Elle ne me regardait toujours pas, fixant simplement la fenêtre embuée par la pluie comme si elle ne venait pas de planter un couteau au centre de la vie que nous avions construite. « Tu m'as entendu », a-t-elle répété. « N'en fais pas toute une histoire. Ne transforme pas ça en une sorte de dette émotionnelle que je dois rembourser. » Quelque chose en moi s'est fissuré, mais ne s'est pas brisé. J'ai hoché la tête une fois, expirant lentement.
Je n'ai plus besoin de ça de ta part, ai-je dit, la voix calme. Stable. Trop stable. Cela a attiré son attention. Sa tête s'est tournée brusquement, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une fracture dans l'armure. Ses lips se sont entr'ouvertes comme si elle allait répondre, mais aucun mot n'est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé, son ton s'aiguisant avec quelque chose proche de la panique. Je n'ai pas répondu. Je suis juste passé devant elle en direction de la terrasse, attrapant ma veste sur le crochet sans un autre mot. Elle m'a suivi à mi-chemin de la porte. Julien, ne joue pas à des jeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis arrêté, la main sur la poignée. La pluie tapotait contre la vitre comme si elle voulait participer à la conversation. J'ai jeté un regard par-dessus mon épaule, une seule fois. Ça veut dire que j'ai fini de mendier des miettes à quelqu'un qui m'aimait autrefois. Et sur ce, je suis sorti dans la nuit, laissant la porte se refermer derrière moi. L'air froid m'a frappé comme une évidence. Dehors, sous la bruine lente et le bourdonnement silencieux de la rue en contrebas, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était plus un mariage. C'était une impasse. Et je venais de déposer les armes. La salle de sport sentait les tapis en caoutchouc et le nettoyant aux agrumes. Pas exactement romantique, mais après des semaines de silence étouffant et de tension cassante à la maison, c'était comme de l'air que je pouvais enfin respirer. Je n'avais pas mis les pieds dans une salle de sport depuis 2 ans, pas depuis cette cure de santé que Chloé et moi avions essayée après le Nouvel An, celle que nous avions abandonnée à la Saint-Valentin. Pourtant, me revoilà, à 48 ans, la raideur dans les épaules comme du gravier, fixant le formulaire d'inscription numérique sur un kiosque à écran tactile pendant que les haut-parleurs diffusaient des remixes pop que je ne pouvais pas nommer. La réceptionniste, joyeuse et trop bronzée, a levé les yeux de son bureau. « Vous êtes avec Inès ?» a-t-elle dit. « C'est la seule entraîneuse disponible pour le moment. J'espère que ça vous va. » « Bien sûr, ai-je marmonné. Je ne suis pas difficile. » C'était un mensonge. J'avais l'habitude d'être précis sur tout. Qui me coupait les cheveux? Quel pressing repassait mes chemises? Quel restaurant je réservais pour les anniversaires? Maintenant, je me fichais à peine de savoir à quoi je ressemblais. Je ne m'attendais pas à Inès. Elle est entrée quelques minutes plus tard avec le genre d'énergie qui ressemblait à de la gravité, une attraction silencieuse que l'on remarque avant de voir la source. Athlétique, oui, mais pas intimidante. Ses bras étaient toniques, sa posture confiante mais ouverte. Baskets usées, queue de cheval, une attitude pragmatique sans aucun discours de vente. « Vous êtes Julien ?» a-t-elle demandé, ses yeux me scrutant comme si elle pouvait déjà voir toutes les excuses que j'allais inventer. « C'est moi. » Elle a tendu une main. Poignée ferme. Inès. Ancienne athlète, ligament croisé antérieur déchiré, 2 opérations. J'ai appris à entraîner à la dure. Vous avez des blessures que je devrais connaître? Juste l'érosion lente de ma volonté de vivre, ai-je dit d'un air impassible. Elle a souri. Ah, la condition masculine chronique. Ça vient avec le mariage et l'hypothèque. Étirez vos ischio-jambiers. Je l'ai immédiatement apprécié. La séance n'a pas été facile. Elle m'a fait faire des chaises contre le mur jusqu'à ce que mes jambes tremblent et a corrigé ma posture sans hésitation. Mais elle a aussi ri sincèrement quand j'ai fait une blague sur ma colonne vertébrale qui déposait une plainte. Elle ne m'a pas materné, n'a pas surexpliqué, a juste laissé le travail parler de lui-même. Quelque part entre la 3e série de fentes et la dernière série de planches, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mon téléphone une seule fois. Quand nous avons terminé, je me suis assis sur le banc, trempé et endolori, mais plus léger d'une certaine manière. Inès m'a tendu une serviette et une bouteille d'eau, puis s'est assise en face de moi par terre, en s'étirant. « On aurait dit que vous essayiez de fuir quelque chose aujourd'hui », a-t-elle dit nonchalamment, sans me regarder. J'ai haussé un sourcil. J'ai l'air si désespéré que ça. Vous avez l'air d'un gars qui avait besoin de soulever quelque chose de plus lourd que ses propres pensées. J'ai laissé échapper un petit rire. Je suppose que ce n'est pas loin de la vérité. Elle a hoché la tête, toujours sans insister. Eh bien, on a tous nos fantômes. Nous sommes restés là un moment de plus, la salle de sport se vidant lentement autour de nous. Quand je me suis levé pour partir, elle a tapoté sur son téléphone. « Vous voulez prendre un autre rendez-vous » J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. « Même heure la semaine prochaine » Mettez 2 fois par semaine, ai-je dit.
si mes genoux survivent. Elle a souri. Ils s'adapteront. Ne me laissez pas tomber. J'ai levé les mains. Je ne suis pas ce genre de gars. En marchant vers le parking, mon sweat à capuche trempé collant à mon dos, j'ai senti quelque chose changer. Je ne souriais pas exactement, mais je ne faisais plus semblant d'être normal non plus. Inès ne savait rien de Chloé ou de mon lit vide ou de la façon dont une seule phrase avait fait éclater mon mariage la semaine dernière. Mais elle m'a vu non pas comme un projet ou une menace, juste comme une personne. Et après tout ce dont j'avais été privé dernièrement, c'était suffisant pour me ramener. C'était un mardi soir, le genre de jour de semaine anodin où rien ne se passe, sauf que tout se passe. Je venais de rentrer de la salle de sport, les cheveux humides, les muscles endoloris de cette manière satisfaisante qui me disait que j'étais encore en vie. Je me suis assis sur le canapé, les jambes étendues, parcourant mes messages avec Inès pour fixer le programme d'entraînement de la semaine prochaine. Nous plaisantions sur le fait que j'avais enfin réussi à ne pas tomber du rameur quand Chloé est entrée. Elle tenait un verre de vin, comme toujours, mais sa posture était étrange, trop droite, comme si elle se préparait à quelque chose ou entrait sur une scène pour laquelle elle n'avait pas répété. Elle n'a pas dit bonjour, elle est juste restée là, à planer. Je sentais ses yeux me brûler le côté du visage pendant que je tapais. Une seconde plus tard, j'ai instinctivement tourné l'écran de quelques degrés. Pas pour être secret, juste pour avoir mon intimité. Et cela a suffi à allumer la mèche. « À qui tu écris ?» Sa voix a claqué dans la pièce comme un élastique. J'ai levé les yeux lentement. Elle se tenait là, rigide, les bras croisés fermement sous sa poitrine comme si elle avait besoin de se maintenir physiquement. « Juste un ami », ai-je dit calmement. « Un ami ? Son ton montait déjà. On ne tourne pas son téléphone comme ça pour un ami. J'ai penché la tête. Tu veux dire comme toi quand tu emportais toujours le tien aux toilettes ? Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. La pièce est devenue épaisse en un instant. L'air entre nous semblait plus tendu que lors de n'importe quelle dispute que nous avions eue auparavant. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne l'étais pas. Je ne me suis pas levé, je ne me suis pas défendu, j'ai juste observé. Elle s'est approchée, la voix s'élevant. Tu vois quelqu'un ? Je n'ai pas bronché. Pourquoi penserais-tu ça ? Parce que tu es différent ces derniers temps, a-t-elle lâché. Tu rentres à la maison en souriant. Tu caches ton téléphone. Tu senses le savon et l'effort. Tu t'habilles mieux. Tu ris pour rien. Et ça te dérange, ai-je demandé, sincèrement curieux. Chloé a cligné des yeux comme si je l'avais frappée. Il ne s'agit pas d'être dérangé. Il s'agit d'honnêteté. Alors je me suis levé, sans force, juste pour la regarder dans les yeux. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de la reine du « je suis juste fatigué », ai-je dit doucement. Son visage s'est crispé. Elle n'aimait pas qu'on lui fasse des reproches, pas quand elle ne pouvait pas contrôler l'angle. Tu n'as pas le droit de me manipuler avec un faux arc de développement personnel tout en te faufilant dans mon dos, a-t-elle sifflé. Dis-moi qui c'est. Je l'ai regardé. Vraiment regarder la rougeur qui montait à son cou, la folie derrière ses yeux. Non, ai-je dit, la voix stable. Sa mâchoire est légèrement tombée. Non, ai-je répété. Tu n'as pas accès à ma vie juste parce que tu te sens soudainement menacé. C'en était trop. Elle a explosé. Tu es incroyable. Tu me reproches ça ? D'essayer de réparer ce que tu as cassé ? Je ne rejette la faute sur personne, ai-je répondu calmement. J'en ai juste marre d'être le seul à saigner en silence. Son verre a heurté le comptoir un peu trop fort. Du vin a giclé. Sa lèvre a tremblé, mais elle s'est détournée comme si elle pouvait encore gagner la pièce si elle sortait la première. Je ne l'ai pas poursuivie. Je ne me suis pas expliqué. Je me suis juste rassis et j'ai rouvert mon téléphone. Inès avait envoyé un mème, un stupide avec des chats qui soulevaient des poids. J'ai gloussé. Quelque part dans le couloir, une porte a claqué. Et j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des mois, le silence qu'elle laissait derrière elle ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à la paix. La salle de sport était devenue mon sanctuaire. La sueur, le mouvement, la répétition des choses simples qui ne mentaient pas. Je savais combien de répétitions il me restait, combien de secondes avant que la cloche ne sonne. Personne ne faisait semblant. Personne ne jouait un rôle. Soit on poussait le poids,
soit on ne le poussait pas. Inès m'a salué d'un signe de tête ce jour-là. Pas de conversation forcée, juste un échauffement rapide. Développé couché 5. C'était sa manière. Concentrée, respectueuse, sans fioriture. Nous étions à mi-chemin des tirages avec Alter quand j'ai remarqué le changement dans l'air. On peut toujours dire quand quelqu'un d'inattendu entre dans une pièce. La façon dont les têtes commencent à se tourner, comment les conversations s'interrompent pendant une demi-seconde. C'est de l'instinct. La perturbation a sa propre gravité. Puis j'ai entendu les talons. Trop secs, trop lents, résonnant sur le sol en caoutchouc comme s'il n'avait rien à faire là. J'ai levé les yeux, et elle était là. Chloé, habillée comme si elle passait une audition pour une émission de télé-réalité. Des leggings serrés qu'elle n'avait pas portés depuis des années. Un débardeur décolleté qui criait au désespoir. Coiffée, lourdement maquillée, gloss trop brillant. Elle se déplaçait comme une tempête se faisant passer pour une brise. Et ses yeux ils étaient rivés sur moi et Inès comme des missiles à tête chercheuse. Ouah, a dit Chloé d'une voix forte, le sarcasme suintant de chaque syllabe. Voilà à quoi ressemble une crise de la quarantaine maintenant. Inès s'est figée. Moi aussi. Toute la salle de sport sembla tomber dans un silence gêné. Même le type qui faisait du soulevé de terre près du rack à squat s'est arrêté en pleine répétition. Chloé, pas ici, ai-je dit fermement, en m'avançant. Mais elle s'avançait déjà, le téléphone serré dans une main comme si elle était prête à filmer ou à le lancer. Tu n'as même pas eu la décence de mentir à ce sujet, a-t-elle sifflé. Je le savais. Je savais qu'il se passait quelque chose. Inès a fait un petit pas en arrière, plus confuse qu'effrayée. Je ne sais pas ce que vous pensez que c'est, a-t-elle commencé, mais Chloé l'a coupé. Oh, épargne-moi ça. Tu es la fille de la salle de sport, n'est-ce pas? Celle qui rit de ses petites blagues tristes et lui touche le bras quand il gémit pendant une série? Chloé, ai-je répété, plus sèchement cette fois. Arrête. Elle s'est retournée contre moi. Non, tu n'as pas le droit de jouer au calme maintenant. Tu penses pouvoir m'humilier? Me faire passer pour la folle pendant que tu te faufiles avec une entraîneuse en sueur? Les gens nous regardaient. Les téléphones étaient certainement sortis. Je pouvais sentir la brûlure de l'attention me transpercer à chaque seconde. Je me suis interposé entre elles. Elle n'est pas ton problème, ai-je dit doucement. C'est toi. Ça l'a touché. Sa bouche s'est ouverte, mais les mots n'ont pas suivi. Tu es venu dans un lieu public et tu as essayé de faire honte à quelqu'un qui n'a rien fait de mal, juste pour sentir que tu avais encore le contrôle. Son visage est devenu cramoisi. Oh, et quoi? Maintenant tu es un saint? Tu t'es réinventé sur une barre de traction? Non, ai-je dit, ma voix basse mais inébranlable. J'ai juste arrêté de m'excuser d'avoir besoin d'air. Pendant une seconde, elle a semblé abasourdie. Non pas à cause de ce que j'ai dit, mais parce que je le pensais. Puis l'embarras a pris le dessus. Ses yeux se sont tournés vers les regards qui se rassemblaient, la femme à la réception déjà à moitié levée de son siège. Le souffle de Chloé s'est coupé. Elle a regardé Inès, qui n'a rien dit, se tenant juste droite, les bras croisés sur sa poitrine comme de la pierre. Finalement, Chloé a tourné les talons et est sortie en trombe, le bruit de ses talons maintenant furieux et rapide. La salle de sport a expiré. Inès a laissé échapper un petit sifflement. Eh bien, a-t-elle dit. C'était quelque chose. J'ai hoché la tête. Désolé que tu aies été entraîné là-dedans. Elle a haussé les épaules. J'ai vu pire. Mais bon, j'aurais aimé porter mon maillot d'arbitre. J'ai esquissé un sourire fatigué. La prochaine fois. Elle m'a tendu une serviette comme si de rien n'était, et nous avons repris l'entraînement. Mais dans le silence entre les répétitions, je l'ai senti. La guerre dans laquelle Chloé avait essayé de m'entraîner, je n'y avais plus ma place. La salle de sport était plus calme une semaine plus tard, un mardi après-midi avec un ciel couvert et moins de monde que d'habitude. J'étais sur le tapis de course, écouteurs aux oreilles en plein footing, essayant de distancer les pensées qui résonnaient encore du désastre de la semaine dernière. C'est là que je l'ai vue. Chloé. Elle est entrée d'un pas arrogant, comme si l'endroit lui appartenait. Cheveux bouclés, visage entièrement maquillé, brassière de sport une taille trop serrée sous un débardeur rose fluo, leggings comme une seconde peau. Chaque centimètre d'elle criait l'intention. Elle n'était pas là pour s'entraîner.
Elle était là pour être vue, et pas par des étrangers par moi. Elle est passée devant la rangée de machines de cardio comme si elle défilait sur un podium, chaque pas un peu trop délibéré. Elle a ri fort et faussement à quelque chose qu'un des entraîneurs masculins a dit, posant une main sur son bras comme s'ils étaient de vieux amis. Je l'ai vu tressaillir, ne sachant pas quoi faire de cette affection soudaine de la part d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. J'ai continué à courir, je n'ai pas ralenti, je n'ai pas réagi, j'ai juste suivi son reflet dans le miroir alors qu'elle papillonnait de machine en machine, sans jamais s'engager dans un seul exercice. Elle a croisé mon regard une fois, m'a adressé un sourire narquois comme si c'était une blague privée, comme si nous étions encore connectés d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas souri en retour. Elle s'est dirigée vers les poids libres, a fait 2 séries de flexions des biceps avec des haltères de 5 livres bras trop raides, posture complètement fausse puis les a abandonnés dès qu'elle a vu Inès entrer par le couloir du fond. C'est là que c'est devenu un spectacle. Chloé a rejeté ses cheveux en arrière, a déambulé devant Inès, et s'est penchée juste assez pour renouer une chaussure qui n'avait pas besoin d'être renouée. Ses yeux se sont levés, vérifiant si Inès l'avait remarqué. Elle l'a vu, mais Inès n'a pas changé de rythme. Elle n'a même pas cligné des yeux, elle est juste passée devant comme si Chloé était un fantôme en fusalpe. C'est là que le sourire de Chloé a vacillé. Elle s'est reprise rapidement, trop rapidement, et est retournée vers les tapis de course, cette fois plus lentement, prolongeant sa marche comme si cela pouvait réécrire la scène. J'ai éteint ma machine, l'ai essuyée, et j'ai attrapé ma bouteille d'eau, marchant droit vers Inès avec un calme qui était entièrement réel. Nous avons parlé de changement d'horaire, d'une nouvelle routine pour le dos qu'elle voulait essayer. Nous n'avons pas mentionné l'ouragan qui tentait de se former à 2 pieds de là. Chloé traînait à proximité, faisant semblant de vérifier son pouls comme si elle calculait sa fréquence cardiaque au repos. Finalement, elle s'est éloignée en direction des vestiaires. Pas une seule fois elle n'est sortie de son personnage, mais ses yeux, ils disaient la vérité. Car pour la première fois de notre mariage, j'ai vu la panique sur son visage. Pas parce que j'étais avec quelqu'un d'autre, mais parce que je ne la regardais plus. Inès m'a tendu une serviette de sueur. « Ça va ?» a-t-elle demandé, la voix basse. J'ai hoché la tête. Ouais. Et je le pensais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'emprise que Chloé avait sur moi avait disparu. La culpabilité, la honte, les acrobaties émotionnelles coupées net comme une corde. Elle était venue en essayant de me déstabiliser, d'essayer de me faire sentir comme le méchant dans un triangle amoureux tordu. Mais je n'étais plus dans son histoire, et elle commençait tout juste à le comprendre. Le salon était silencieux quand je suis rentré à la maison. C'était une de ces soirées calmes où même la maison semblait retenir son souffle. Pas de musique, pas de cliquetis de vaisselle, juste le faible bourdonnement du réfrigérateur et le léger craquement des lattes de plancher sous mes pas. Chloé était assise sur le canapé. Elle portait ce pull crème que j'aimais tant. Ses cheveux étaient soigneusement rangés derrière ses oreilles, les jambes repliées sous elle comme si elle essayait de paraître plus douce. Je ne l'avais pas vue comme ça depuis des semaines. Pas de verre de vin, pas de téléphone à la main. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux grands et presque prudents, comme si elle savait ce qui allait arriver. Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout juste au-delà de la table basse, le poids de tout le non-dit s'installant entre nous. Je veux le divorce, ai-je dit. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Pas encore. J'ai vu la couleur quitter légèrement son visage, mais elle l'a vite masqué, clignant des yeux comme pour effacer son écran. Pourquoi maintenant, a-t-elle demandé, la voix basse. J'ai expiré lentement. Parce que j'ai essayé. Vraiment. J'ai cuisiné. J'ai fait le ménage. Je t'ai donné de l'espace. Je t'ai donné du silence. Je t'ai accordé le bénéfice du doute quand tout en moi disait de ne pas le faire. Et en retour, tu m'as donné des règles. De la distance. De la moquerie. Tu exagères. J'ai ignoré cela. Tu ne m'as pas touché depuis plus d'1 mois, Chloé. Pas seulement physiquement, émotionnellement, mentalement. Tu as construit un mur et tu m'as mis au défi de l'escalader, sachant très bien que tu déplacerais les briques à chaque fois que je m'approcherais. Je traversais une période difficile. Je sais, ai-je dit sèchement. Je l'ai vu, et j'ai quand même été là. Mais tu ne m'as jamais rejoint à mi-chemin. Pas une seule fois. Elle a détourné le regard, ses doigts se resserrant sur sa manche. Je me suis adouci, juste un peu. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Plus maintenant.
Mais je suis fatigué. Fatigué de mendier des miettes. Fatigué de marcher sur des œufs dans une maison que je paie. Fatigué d'espérer que tu me verras comme avant. Je n'ai jamais cessé de te voir, a-t-elle murmuré. Peut-être, ai-je dit, mais tu as cessé de me choisir. Sa tête s'est tournée brusquement. Et alors? Tu me quittes parce que je n'ai pas assez couché avec toi. Non, ai-je dit calmement. Je te quitte parce que lorsque j'ai cherché une connexion, tu m'as donné un ultimatum. Lorsque j'ai montré de la vulnérabilité, tu as répondu avec des règles. Et lorsque j'ai demandé de l'honnêteté, tu m'as donné du théâtre. Son expression a alors changé, passant de la défensive à quelque chose de bien plus dangereux, de l'orgueil blessé. Tu penses être le seul à avoir souffert? A-t-elle lâché? Tu penses que c'était facile pour moi, de vivre avec quelqu'un qui ne comprenait pas une allusion? Qui continuait d'insister même quand je disais non? Je n'insistais pas, ai-je dit doucement. J'espérais. Il y a une différence. Le silence s'est de nouveau étiré. Cette fois, elle ne m'a pas regardé. Ses yeux se sont portés vers la fenêtre, vers son propre reflet dans la vitre. Tu vas vraiment faire ça, a-t-elle dit finalement. Oui. Elle a hoché la tête une fois, lentement, puis s'est retournée vers moi avec ce masque froid et étudié qu'elle portait si bien. Je ne pense toujours pas avoir fait quelque chose de mal. Et cela, plus que tout, a scellé le tout. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas argumenté, j'ai juste hoché la tête. C'est la différence entre nous, ai-je dit. J'ai passé des mois à essayer de comprendre où j'avais fait une erreur. Tu as passé des mois à éviter les miroirs. J'ai reculé vers le couloir. Je ferai envoyer les papiers d'ici la fin de la semaine. Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée assise là, immobile et composée, comme si elle ne bougeait pas, tout cela pourrait ne pas être réel. Je n'ai pas regardé en arrière en descendant le couloir. Je ne me suis pas arrêté à la porte. J'avais déjà préparé un petit sac la veille, juste l'essentiel. Ce n'était pas une punition. C'était une libération pour nous deux. La porte d'entrée s'est refermée avec un clic doux. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je ne me suis pas senti vide. C'en était fini. Le bureau de l'avocat n'était que vert et chrome, conçu pour que les fins ressemblent à des transactions. La salle de conférence avait une longue table en acajou, une pile de documents bien rangés au centre, et une boîte de mouchoirs placée avec une précision chirurgicale dans un coin, comme si le chagrin était attendu, mais devait rester ordonné. J'étais en avance. Chloé était en retard. Sans surprise. Elle est finalement arrivée avec 30 minutes de retard, enveloppée dans un long manteau noir, ses lunettes de soleil toujours sur le nez malgré le ciel nuageux. Elle semblait plus mince, ou peut-être juste plus petite. Elle n'a pas parlé au début, s'est juste assise en face de moi, resserrant son manteau comme si c'était une armure. L'avocate, neutre et efficace, nous a guidés à travers les documents. Partage des biens. Pas d'enfants, pas de contestation. Quand les formulaires ont été étalés, Chloé les a juste fixés. Sa main n'a pas bougé. J'ai besoin d'une seconde, a-t-elle dit, la voix basse. L'avocate est sortie, fermant la porte derrière elle. Silence. Puis Chloé m'a regardé pour la première fois. M'a vraiment regardé. Sa voix s'est brisée avant même qu'elle ne parle. Je ne veux pas de ça. Je n'ai pas bougé. J'ai tout gâché, a-t-elle dit, les larmes montant rapidement maintenant. Je t'ai repoussé parce que je ne savais pas comment dire ce que je ressentais. J'avais peur. Je ne voulais pas être vulnérable. Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé vider tout ce qu'elle avait besoin de vider. J'aurais dû te dire la vérité sur à quel point je me sentais insensible. Sur à quel point j'étais en colère contre moi-même, pas contre toi. Je pensais que si je te gardais à distance, je pourrais. Je ne sais pas contrôler quelque chose. Sa main a traversé la table, hésitante, tremblante. Julien, s'il te plaît. Je suis désolé. Vraiment. Je le vois maintenant. Et je jure que je peux faire mieux. Je veux essayer à nouveau. Les mots ont atterri doucement, mais ils ne m'ont pas ému parce qu'ils arrivaient trop tard. Tous les mois que j'ai passés à désirer cette honnêteté, et maintenant, alors qu'il ne restait plus rien à sauver, elle l'offrait enfin comme une négociation. J'ai regardé sa main mais je ne l'ai pas prise. Au lieu de cela, j'ai rencontré ses yeux.
Chloé, ai-je dit doucement, je te crois. Elle a cligné des yeux, surprise. Je crois que tu es désolée et que tu ne savais pas quoi faire. Je crois que tu te sentais piégée dans ton propre esprit. Mais je crois aussi que tu as fait des choix. Son visage s'est légèrement crispé. Et j'ai fait les miens, ai-je dit. J'ai pris le stylo et j'ai signé les papiers sans cérémonie. Pas de colère, juste de la finalité. Puis je les ai fait glisser sur la table. Elle ne les a pas regardés. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Donne-moi juste une chance de réparer ça. Je me suis levé, boutonnant mon manteau. Tu as eu des chances, ai-je dit gentiment. Tellement. Mais tu as choisi l'orgueil à chaque fois. Tu as choisi le silence. Tu as choisi la froideur plutôt que la connexion. Les larmes coulaient librement maintenant, mais je n'ai pas bronché. Tu m'as demandé de ne pas supplier, ai-je dit, et j'ai écouté. Tu as dit de ne plus jamais demander, et je ne l'ai pas fait. Je me suis tourné vers la porte. Julien, a-t-elle appelé. Je me suis arrêté, la main sur le cadre. Il est trop tard, ai-je dit doucement, sans me retourner. Et je suis enfin en paix avec ça. Et je suis sorti. Aucun regret, aucune satisfaction. Juste la paix. Il pleuvait à nouveau. Le genre de pluie de Lyon, régulière et douce, qui donnait à tout l'air d'un souvenir. J'étais assis en face du docteur Laurent, un vieil ami d'université qui portait maintenant des lunettes de lecture et avait tendance à trop remuer son café. Nous ne nous étions pas vus depuis des années, mais il avait entendu parler du divorce par des amis communs et m'avait invité à déjeuner. Territoire neutre. Un dîner avec des banquettes graisseuses et un expresso dilué. Je voulais te demander, a-t-il dit, en remuant pour la 3e fois. Est-ce que Chloé t'a déjà parlé de l'histoire de l'hôpital? J'ai cligné des yeux. Quelle histoire de l'hôpital? Il a levé les yeux, a hésité. Elle ne l'a pas mentionné? Non. Il s'est penché en arrière. Elle est venue pour un examen le mois dernier. Un truc de tension artérielle. Rien de grave, mais elle a dû remplir des formulaires. Des analyses de routine. Le technicien m'en a parlé plus tard, juste en passant. Elle est enceinte d'environ 4 semaines. Le cliquetis d'une fourchette derrière moi, un sifflement de la cuisine. Tout le reste est devenu silencieux. Je l'ai fixé. 4 semaines, a-t-il hoché la tête lentement. Je ne voulais rien supposer. Je pensais que tu serais au courant. Mais j'ai secoué la tête. Nous n'avons pas eu d'intimité depuis des mois. La bouche de Laurent s'est fermée. Il a compris immédiatement. Les chiffres s'alignaient comme des dominos. 4 semaines après tout, après les disputes, après le rejet final, après la crise de nerfs publics à la salle de sport et l'appel désespéré dans le bureau de l'avocat. C'était la chronologie, et ce n'était pas la mienne. Je n'ai pas parlé pendant 1 minute entière. La pluie striait la fenêtre à côté de moi comme une lente confession. Ça va, a demandé Laurent doucement. J'ai hoché la tête une fois. Ouais. Et d'une manière étrange, j'allais bien. Pas bien au sens traditionnel, mais stable, lucide. Parce que c'était là, la preuve que je n'ai jamais demandé, la réponse aux questions que j'avais cessé de formuler. Le fil invisible qui avait déchiré tout le tissu. Elle était passée à autre chose bien avant de dire que ce n'était pas le cas. Et elle essayait toujours de contrôler le récit même après avoir réécrit l'histoire sans moi. Je suis désolé, a dit Laurent. Moi non, ai-je répondu. Il m'a jeté un regard. J'ai précisé. Je veux dire, je ne suis pas surpris. Je pense qu'une partie de moi l'a toujours su, même avant la distance, même avant les règles et le lit froid et les conversations autour d'un verre de vin. J'ai remué mon propre café, fixant le tourbillon. Je ne voulais juste pas que ce soit vrai. Parce que si ça l'était, alors tous ces mois que j'ai passés à essayer n'étaient que moi me battant pour quelque chose de déjà mort. Il a hoché la tête solennellement. Et maintenant? J'ai souri faiblement. Maintenant? Je continue d'avancer. Il a haussé un sourcil. J'ai des séances de sport avec quelqu'un qui me parle comme si j'avais de l'importance, ai-je ajouté. J'ai un silence dans mon appartement qui ne me punit pas. J'ai la liberté et des jambes qui ne tremblent plus après 3 séries de squats. Il a ri. Dehors, les nuages se sont un peu déplacés, assez pour que la lumière perce. Terne et grise, mais toujours de la lumière. J'ai payé l'addition.
En sortant sous la pluie, je ne me suis pas précipité pour me couvrir. Je ne m'en suis pas recroquevillé. Je l'ai laissé tomber. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti trempé. Je me suis senti purifié. Chloé a dit à Julien, ne demande jamais d'intimité, ou c'est fini. Mais sa limite était-elle honnête ou simplement un bouclier pour cacher une trahison?